Alors, durant cette séance, on va parler un peu, on va travailler sur ce plan-là. Donc, on va faire une introduction générale sur quoi? Sur un Android. Un peu, on va parler un peu sur, et on va donner une présentation sur Android, comment faire la configuration et l'installation de l'environnement de développement Android. Et après, on aborde quoi? On va créer notre premier projet Android. اجي نتسلى هنايا بحال دوز هاد الحاج اجي Alors, si on désire développer des applications mobiles, comment on peut procéder? Donc, quelles sont les différentes technologies qui vont nous permettre de développer une application mobile? Souvent, on entend par exemple React, on entend par exemple Flutter, on entend par exemple Objective-C. Donc, quelle est la différence entre ces deux? Tout d'abord, le développement des applications mobiles, il y a, et on peut dire, il y a deux catégories de développement mobile en général. Il y a ce qu'on appelle développement mobile natif, il y a développement mobile cross-plateforme. Mais il y a donc on peut, pour chaque, par exemple, catégorie, il y a pas mal de langages qui vont nous permettre de développer ce genre d'application. Donc, on peut dire, pour le développement mobile natif, on parle là on peut parler d'Objective, C, on peut parler d'Android. Mais quand on parle cross-platform, il y a d'autres technologies qui vont nous permettre de développer ce genre. Donc, chaque catégorie, il y a plusieurs, on peut dire, technologies ou bien frameworks de développement. Donc, tu passes. Alors là, qui peut m'expliquer, ça veut dire quoi, une application native? Une application native. Le mot native. Le mot native. Hein? Une application native, l'application dans laquelle on n'utilise pas de framework. Un développement natif, oui. Le langage source ou bien le langage. Donc, voilà. Donc, normalement, on a s'habitué pour le non natif, ça veut dire une sorte de développement qui n'est pas basé sur des frameworks. Alors là, c'est quand on entend ce mot. Mais ici, pour par exemple, pour développement des applications mobiles, natif, ça veut dire une application qui dépend de l'environnement, une application développée pour Android, une application développée pour iOS. Donc là, dans le cadre de développement de quoi? Développement des applications mobiles, quand on entend développement natif, ça veut dire une application qui va pas, on peut pas l'exécuter sur les différents environnements de travail. Donc il est désigné ou bien il est fait pour qu'il puisse travailler seulement dans un seul environnement de travail. Donc il est orienté Android ou bien il est orienté quoi? iOS. Donc on ne peut pas créer, ça veut dire si je veux créer une application, par exemple une boutique en ligne, si je veux baser sur le développement natif, alors là, je dois créer deux sortes d'applications. Deux sortes d'applications. Ça veut dire, il n'y a pas une sorte de communication entre les deux. Une, elle est désignée pour quoi? Pour Android et une autre application. Ça veut dire, je suis dans l'obligation de développer deux applications. Alors, pour le développement des applications natives, il y a beaucoup, quand on parle de développement natif, il y a beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages, déjà, l'application elle est faite pour un système. Elle est faite déjà pour Android. Ça veut dire, si je veux communiquer, par exemple, avec, on peut dire, les applications déjà Android, si je veux exploiter les ressources du système d'exploitation, ou bien communiquer avec quelqu'un, par exemple,
Si je veux que mon application, par exemple, accède aux photos, ou bien accède au répertoire téléphonique, ou bien n'importe quelle ressource, ou bien n'importe quel, par exemple, périphérique. Ça veut dire appareil photo, ou bien peu importe. Donc là, je peux exploiter toutes ces ressources-là, ou bien tous ces périphériques facilement, parce qu'il y a plusieurs librairies que je peux l'exploiter pour assurer ce que je veux. Ça veut dire, le développement natif, si tu veux développer une application qui va communiquer ou bien qui va exploiter les ressources du périphérique ou bien du device, alors là, il faut quoi? Il faut utiliser, il faut parler ou bien il faut développer en se basant sur développement natif. Donc, on peut dire, elle est déjà coûteuse lors de développement. Si tu veux développer, tu dois développer deux applications. Tu vas corriger, par exemple, une file system ou bien si tu veux faire une amélioration ou bien une mise à jour, tu es dans l'obligation de quoi? De corriger le problème dans les deux applications. Ça veut dire, c'est pas, on peut dire, elle n'est pas maintenable facilement. Ça veut dire que tu dois à chaque fois faire quoi? Corriger les deux applications. Tu as besoin de deux applications pour, si tu veux, par exemple, que votre application travaille dans la majorité des devices. Donc là, déjà, et quand on parle déjà un développement qui n'est pas basé sur un framework, ça veut dire on peut dire, elle est lourde lors du développement. C'est pas facile de développement parce que derrière, il n'y a pas une framework qui va vous aider pour assurer certaines fonctionnalités facilement. Donc, déjà, développement natif, c'est le développement la plus difficile. Donc, parce que tu ne vas pas se servir de certains frameworks, ou bien on peut dire, parler là de quelques librairies, ou bien il y a des avantages. Par exemple, si on parle côté Android, il y a beaucoup d'avantages, mais malgré ça, rien à voir avec les frameworks. Donc les frameworks, tu peux arriver facilement. Mais là, donc pour les applications alors, si on a besoin d'une application, ou bien d'une application qui fait quoi? Qui communique avec les ressources, quels que soient des périphériques, ou bien des fichiers système. Donc là, la seule moyen pour développer cette application, c'est d'utiliser le développement natif mobile. Parce que l'autre façon de développer, on peut exploiter les ressources. Par exemple, si on veut développer une application mobile, mais cette fois-ci cross. Si on veut développer de l'autre manière, donc on peut développer des applications mobiles. Premièrement, cette application, elle est quoi? Elle tourne dans tous les environnements de travail. Donc déjà, elle est portable par défaut. Elle est portable, ça veut dire que tu peux créer une seule application, tu peux le déployer dans n'importe quel environnement de travail. Mais l'inconvénient, c'est difficile, et on peut dire c'est extrêmement difficile d'exploiter quoi? Les ressources, d'accéder aux périphériques, de commander le matériel ou bien les périphériques de device. Donc là, on peut dire, par exemple, si tu cherches une application e-commerce, une application pour vendre des produits. Alors là, ça sert à quoi de communiquer avec les périphériques? Mais si tu veux, par exemple, créer une application de chat ou bien une application qui applique un filtre, par exemple, un filtre sur des photos ou bien... Donc là, on ne peut pas créer ce genre d'application en utilisant les applications cross-mobile. Donc là, pour les applications cross-mobile en général,
On peut parler des applications de gestion, on peut parler des applications même de chat, mais si un chat, elle n'est pas basée sur, ça veut dire tu ne vas pas enregistrer un fichier sur votre mobile ou bien il y a pas. Donc tu peux faire ça, mais elle n'est pas désignée pour ça. Donc ça va être une opération difficile par rapport si tu choisis au départ de développer l'application avec quoi? Avec une native. Donc là, une application native, une application développée spécifiquement pour quoi? Pour un système d'exploitation de ce fait. Une application mobile développée pour fonctionner soit sur iOS, ou bien s'il est destiné par exemple pour fonctionner sur iOS, il ne peut pas tourner sur Android et vice versa. Donc, alors là, quand on parle de développement natif, déjà, puisqu'elle est orientée système, d'abord il faut connaître quels sont les systèmes qui tournent sur les devices ou bien sur les appareils mobiles, mais c'est pas juste ça. Donc, ce qui tourne, on peut dire sur un réfrigérateur, une machine à laver, n'importe quelle application à laquelle qui supporte par exemple un système mobile. Donc souvent on parle juste de Android en général. Pour les autres applications, ou bien dans la majorité de cas il y a Android. Dans la majorité de cas il y a Android. Mais si je veux maintenant développer une application qui va... on partage l'écran. Si je veux maintenant développer une application orientée iOS, d'abord, les appareils à laquelle l'application tournent, ce sont quoi? iPhone et iPad. Donc, il ne peut pas tourner sur les smartphones ou bien les applications ou bien les appareils qui utilisent Android. Donc là, déjà le système pour iPhone et iPad, le système d'extension c'est iOS. Si je veux télécharger ce genre d'application, je dois passer par App Store. Et le langage de programmation là, si je veux développer ce genre d'application, je dois utiliser Objective-C ou bien Swift. Donc ces deux langages ils vont nous servir pourquoi? Pour développer une application iOS, une application mobile qui tourne sur un système iOS. Là, donc, on parle environnement de travail, ça veut dire que c'est l'éditeur. Alors, tu vas utiliser quel éditeur? L'éditeur le plus célèbre pour iOS, c'est pour développer Objective-C et Swift, c'est Xcode. Alors là, d'abord, l'entreprise qui a développé, déjà pour iPhone et iPad, l'entreprise c'est Apple. Donc, au niveau de Android, donc c'était au départ l'entreprise qui a commencé le développement d'Android, c'est une entreprise qui s'appelle Android. Il s'appelle Android INC. Il s'appelle Android INC. Mais durant le développement d'Android par cette entreprise, Android elle n'a pas vu le jour. Google il a acheté le système à partir d'Android INC. Alors là, on parle à partir de 2007, il y a l'apparition de première version d'Android qui n'est pas officiellement, elle n'a pas été beaucoup utilisée, mais c'est vers 2017, dès que Google a acheté l'application, ou bien acheté le système à partir, déjà Android c'est un système d'exploitation à partir de Google INC. Donc là, il y a pas mal on peut dire, de constructeurs qu'ils ont choisi, par exemple, quoi? Android comme système d'exploitation. Donc, quand on parle de Samsung, Oppo, LG, tout ça, il y a des centaines d'autres qui ont choisi, par exemple, le système Android comme un système d'exploitation.
Alors là, si je veux télécharger ça, je passe par Google Play ou Amazon. Donc je parle maintenant des endroits certifiés à laquelle tu peux télécharger ces applications sans penser beaucoup sur la sécurité. Alors là, si tu peux télécharger, par exemple, si on parle d'Android, tu peux télécharger des applications de pas mal d'endroits, mais ces endroits, l'éditeur n'est pas connu, donc tu risques de perdre tes données, tu risques de perdre. Donc là déjà App Store, ou bien App Store c'est déjà, on ne peut pas parler de ça. Donc Google Play. Google Play, si tu ne télécharges pas une application à partir de Google Play, ça veut dire que tu risques de partager vos données, tu risques de donner l'accès à quelqu'un à votre mobile, donc il ne faut pas télécharger n'importe quelle application à partir de n'importe quelle source qui n'est pas certifiée. Donc il faut toujours passer par Google Play et Amazon, même Amazon, mais Google Play elle est beaucoup célèbre. Donc là, si je veux développer une application ou bien qui est orientée en Android, donc là, le langage de développement, donc il y a Java, Kotlin, elle est là, elle n'est pas assez fort comme Java, donc on peut dire qu'elle est nouveau, mais en termes de forum, en termes de richesse, on ne peut pas beaucoup comparer, donc on ne va pas trouver beaucoup de ressources sur Kotlin, sur Internet par rapport à Java, donc toujours c'est par rapport à Java, on ne peut pas les comparer, mais un jour ça peut être le langage, on peut dire, préféré pour les applications Android, mais jusqu'à maintenant, Java, c'est le premier choix. Alors, l'environnement de développement, maintenant, on peut dire, c'est Android Studio. Avant, c'était un plugin que tu l'intègres dans Eclipse. Avant, au début, il n'y a pas Android Studio. Donc, c'était un plugin qu'on installe dans Eclipse pour qu'on puisse développer des applications Android sur Eclipse. Mais maintenant, c'est Android Studio. Elle est beaucoup avancée là, sur beaucoup de fonctionnalités qui vont nous servir pour développer des applications mobiles qui facilitent la tâche pour nous. Donc là, il y a d'autres systèmes, on peut dire système de Microsoft, Windows Phone, mais on peut dire Microsoft il a arrêté de développer sa propre système d'exploitation orienté vers le mobile vers 2017. Elle a appelé sa version Windows 10 mobile. Mais je pense qu'il est en train de développer une autre version, donc il ne peut pas laisser un domaine tel que ce domaine-là, donc sans un système qui est orienté mobile. Donc il va développer un autre système qui va être beaucoup plus puissant par rapport à l'ancienne version, qui n'a pas été vraiment assez vraiment importante. Donc là, donc la plateforme de téléchargement Windows Store, donc là, le langage de programmation, si on veut développer une application orientée quoi, système Microsoft, donc il faut, système mobile Microsoft, il faut baser sur C#, C ou bien C++. Toujours l'éditeur, le meilleur éditeur qui existe jusqu'à maintenant dans tous les domaines, c'est Visual Studio, donc on ne peut pas comparer cet éditeur avec un autre, donc il reste le plus fort. Donc là, on parle de CD. Donc voilà, à ce niveau-là, si on a parlé un peu des langages qui vont nous servir pour développer le développement natif, mais maintenant on va parler des applications cross-platform. Alors déjà, ce sont des applications portables qui travaillent sur tous les environnements de travail. Donc il ne faut pas développer deux versions. Une seule version, ça va faire l'affaire. Tu peux l'exécuter sur n'importe quel
n'importe quel environnement de travail. Donc là, au niveau de, il y a trois façons. On peut parler de plateforme mobile. Donc on peut parler de plateforme de développement mobile hybride. Donc là, il faut utiliser Ionic et Cordova. Donc on peut dire la manière de développement de ces applications, c'est plutôt orienté web. Normalement, quand je veux accéder aux ressources matérielles, si par exemple nous on désire par exemple accéder aux ressources matérielles ou bien commander une porcerie au parallèle d'une machine, il faut toujours passer par une application. Il ne faut pas penser à un site web qui va nous servir pour commander un périphérique. Donc là, c'est pourquoi, déjà quand on parle de Ionic et Cordova, donc là, il faut juste penser à certaines catégories d'applications, comme les applications de gestion, les applications qui vont pas... N'importe quelle sorte d'application, il suffit que cette application n'a pas besoin d'accéder aux ressources, ou bien aux périphériques, ou bien l'essentiel. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. On peut, mais c'est difficile, elle n'est pas faite pour ça. Donc c'est difficile d'accéder en utilisant ce genre d'application, mais la manière de développement pour la majorité des cas, c'est orienté au presque web. Donc si on a pas mal de connaissances, par exemple pour React.js, React Native, ça va être beaucoup plus facile pour nous. Si on comprend par exemple le web, on développe bien les sites responsive web, même Ionic, ça ne va pas poser problème pour ce genre d'application. Donc, la tendance maintenant, c'est Flutter, la tendance. Mais nous ne savons pas vraiment est-ce qu'il ne va pas cesser d'accroître, mais est-ce que, ou bien c'est juste durant cette période-là. Mais maintenant, on entend beaucoup Flutter. Donc, mais déjà, Ionic et React Native, on peut dire que c'est des bons frameworks qui vont nous servir de développer des applications mobiles et cross. Donc, puisque cette application, ce genre d'application mobile cross, ils sont pas, au départ, ils sont pas orientés, par exemple, pour un système. Ça vous dit. Des fois, ils vont déclencher, par exemple, une anomalie de fonctionnalité. Ça veut dire parce que c'est comme une application adaptable. Elle n'est pas faite pour ce système. Ça veut dire qu'elle ne va pas beaucoup s'adapter avec le système. Des fois, qu'est-ce qu'il va déclencher? On peut dire une malcompréhension de l'événement qu'on a déclenché, une mal-orientation sur quelque appareil mobile parce qu'elle n'est pas, on peut dire, elle est adaptable. Ça veut dire que c'est à nous de les adapter pour qu'ils tournent sur tous les systèmes.
Donc, c'est pas pareil une application qui est faite pour Android. Donc, les gens, ils peuvent facilement communiquer avec quoi? Avec le système d'extension Android. Il peut communiquer facilement. Ça veut dire qu'il va réagir avec l'utilisateur, il va réagir d'une manière correcte par rapport à ce genre d'application. Ça veut dire qu'il faut les tester beaucoup. Hein? Il faut tester. Puisqu'il travaille sur presque tous les environnements de travail, donc bien sûr, elle n'est pas faite pour ça. Il ne va pas répondre à 100%, par exemple, quand tu vas orienter votre mobile, ou bien il ne va pas répondre, il ne va pas réagir. On ne peut pas dire toujours, mais des fois, il ne va pas répondre à l'action comme il faut. Donc, il ne va pas comprendre qu'est-ce que vous faites, il ne va pas répondre comme il faut. Donc, ce genre d'anomalies, on va les trouver dans ce genre d'application cross. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des applications, ce ne sont pas des bonnes applications, mais il faut juste les tester comme il faut. Donc il faut faire beaucoup de tests. C'est à vous de les adapter. C'est à vous par exemple, de penser à tous les cas. C'est pas au fournisseur, il est parfait déjà pour ce système. Donc il ne va pas communiquer comme il faut, il ne va pas collecter les données nécessaires à partir de l'appareil pour déclencher, pour comprendre la situation, ou bien pour comprendre qu'est-ce que ce monsieur-là est en train de faire, qu'est-ce qu'il cherche de faire, qu'est-ce qu'il veut. Dans des cas, il ne va pas répondre on peut dire correctement à l'action. Parce que on peut dire que c'est des adaptables. C'est des bonnes applications, c'est une bonne manière de développement, mais toujours, il faut beaucoup les tester. Il faut tester beaucoup l'application avant de les déployer par rapport aux autres concepts de développement natif. Donc, il est déjà fait, donc il va communiquer comme il faut avec le système. Tu ne vas pas penser un jour à quelque chose qui arrive, qui n'est pas entendu ou bien qui n'est pas logique. Quand on parle de développement natif, on a parlé des avantages. Déjà, quand on parle de rapidité, donc l'application, elle est beaucoup plus rapide. C'est normal. Les applications natives, si tu développes d'une bonne manière, toujours beaucoup plus rapide par rapport à les applications basées sur les frameworks, c'est normal. Donc là, la fiabilité, c'est ça. Alors on parle de la fiabilité parce que l'application, à chaque fois, avec le même, on peut dire avec fiabilité, une application fiable, ça veut dire quand tu les alimentes avec les mêmes données, tu vas avoir le même résultat. Une application qui n'est pas fiable, des fois, on peut dire qu'on parle des données, ça ne veut pas dire exactement des données, ça veut dire des entrées. Donc, quand toujours avec les mêmes entrées, tu vas avoir le même résultat. On peut dire même résultat, mais si une application n'est pas fiable, tu vas avoir dans certains cas des résultats qui sont des résultats différents. Donc, pour le cas de natif, il est déjà fiable, doté d'une meilleure réactivité ainsi qu'une résolution bien sûr supérieure, ce qui assure une meilleure résolution assez supérieure. C'est une résolution orientée de votre mobile. Donc là, si vous avez une bonne appareil avec on peut dire une carte graphique qui est assez puissante, alors là, tu vas travailler avec les performances de votre mobile. Mais l'autre, des fois, ça peut être le navigateur. Ça peut être le navigateur, comment on traite les composants. Ça peut être la résolution, ça va pas être non plus la résolution réelle de votre appareil. Ça va être une résolution basée sur une manière d'interprétation d'un système ou bien d'une application. Donc ça ne va pas être les mêmes résolutions, elles ne vont pas être
le résultat lors de l'apparence diffère. Donc, tu peux exploiter la vraie résolution de votre machine, c'est en utilisant les applications natives. Donc, mais quand tu passes au cross, toujours, c'est par rapport à l'interprétation. Par rapport à l'interprétation, comment cette application interprète les composants, comment il traite ces composants-là, comment il affiche ces données. Donc là, on peut dire qu'on ne va pas exploiter avec le cross, on ne va pas exploiter vraiment la performance de notre machine. L'accès plus facile, donc c'est ça ce qu'on vient de dire. Donc là, l'accès plus facile aux fonctionnalités natives avancées du téléphone. Donc là, tu peux accéder avec n'importe quelle fonctionnalité de votre mobile. Tu peux accéder au GPS, tu peux accéder, mais toujours à partir, donc toujours lors de l'installation d'application, il va demander la permission, c'est ce que vous voyez maintenant. Donc, toujours, c'est l'utilisateur qui va autoriser l'application à accéder. Tu peux accéder à n'importe quelle ressource. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, avant, quelqu'un, il développe une application Android. Donc, il peut exploiter les ressources sans que l'utilisateur soit notifié de l'accès qu'il a fait. Donc, mais maintenant, non. N'importe quelle application Android, avant qu'il puisse accéder à une périphérique ou bien une ressource, là, ça ne va pas marcher pour lui l'application s'il accepte, si tu acceptes pas. Donc et quand tu acceptes, c'est sûr, il faut réfléchir avant de lui donner l'accès ou bien l'autorisation. Alors là, développement, donc les avantages de développer des applications en natif. Donc, il n'a pas besoin forcément d'Internet. Ce qui est un réel avantage, donc, en général, il n'a pas besoin d'Internet. Mais par exemple, si tu veux une application gestion de stock, un site de commerce, par exemple, tu veux développer ça avec un système natif. Avec le développement natif, donc lors de l'installation de l'application, alors là, c'est à ce niveau-là, on indique quels sont nos articles qu'on va vendre, ou bien quels sont les articles qu'on va vendre sur ce site-là. Si à la fin, après l'administrateur ou bien le responsable de ce site, il veut rajouter d'autres, ou bien il veut changer, faire des changements. Donc normalement, les données, ils ne sont pas là. Donc là, lors du chargement de l'application, on doit charger les données à partir d'une autre, par exemple, plateforme. On peut dire c'est ça va être la partie back-end qui va répondre aux besoins de cette application. Une autre partie back-end qui va envoyer les données, qui va envoyer à chaque fois quand tu essaies de se connecter à l'application, il va donc envoyer les demandes, ou bien les requêtes nécessaires pour assurer, pour voir le résultat, par exemple, adéquat. Mais on peut développer des applications, Android qui... On peut développer des applications Android. On peut utiliser une base de données locale. Si tu n'as pas besoin de récupérer quelque chose à partir d'Internet, tu peux créer. Ça peut être une application qui nous donne la main, ou bien qui nous permettre de faire la prise de notes. Ça va nous servir à quoi, Internet? Donc, on n'a pas besoin de ce sens. Si je veux garder des notes, ou bien votre agenda, ou bien... Donc là... L'application de chat, il n'aura pas besoin Réseau local. Chat entre réseau qui? local. Réseau local. Entre les utilisateurs de l'entreprise. Même une application de chat,
une application de chat, elle a besoin de, on peut dire, par exemple, même dans un réseau local, si le serveur il est local, on peut se servir de ce serveur-là pour partager, pour qu'on puisse assurer la communication entre les travailleurs de l'entreprise. Mais si, par exemple, le serveur il n'existe pas, par exemple, dans l'entreprise, il est ailleurs ou bien il est dans un autre endroit, donc là, il faut passer par Internet. Mais toujours parce que quand tu vas mettre un chat, le chat, elle n'est pas, on peut dire, le chat, elle n'est pas, comment le chat, elle n'est pas live. En général, même lorsque tu veux communiquer avec quelqu'un, ta communication, elle est enregistrée dans la base de données. Dès que ce monsieur-là, il se connecte à Internet, ou bien dès qu'il va voir vos discussions. Alors là, c'est la même manière, WhatsApp et tout ça, ce ne sont pas des applications. Alors là, tu écris pour lui s'il est connecté. Sinon, s'ils ne vont pas baser sur la base de données, en général, quand tu rédiges un message, la destination, elle n'est pas là, automatiquement, le message il va supprimer d'une manière automatiquement de Internet. Donc il peut pas, s'il n'est pas là, juste maintenant, alors si on veut ça temps réel, on doit baser sur les sockets. On doit baser sur le socket. Si on voit, elle est là. Il va lire, il va récupérer le message. Elle n'est pas là, le message, elle est pas là, la destinataire, elle n'est pas là. Automatiquement, le message, il va être détruit automatiquement au niveau d'un routeur parce que on va consommer le TTL. Donc, on va arriver à 255, on peut dire cycles. À la fin, le message, elle va détruire automatiquement. Donc là, toutes ces applications, toutes les applications de chat que vous connaissez, c'est des applications basées sur une application. Ou bien tous ces chats que vous faites, c'est enregistré où? Dans un serveur, dans une base de données. Pour dès que la destinateur, on peut dire, soit présent, automatiquement, il récupère le message, il peut lire ce qu'il veut, il peut répondre. Non. On n'est pas obligé forcément d'être là, ou bien le destinataire et l'émetteur, il est toujours, les deux sont connectés au même temps, c'est difficile ce cas-là. Mais en général, une application native, ça peut être une application native qui n'a pas besoin d'Internet. C'est selon l'application. Mais il y a des applications, une application en boutique, ou bien tu rentres par exemple dans une application comme Avito, ou bien l'application elle est là, mais elle est alimentée à partir des données qui viennent d'une autre plateforme. D'une autre plateforme. Ça veut dire comment on va parler à la fin de la même quoi. Même concept. Il faut réfléchir comment envoyer des données à partir du serveur vers le client, vers l'application Android. Donc il faut toujours penser à JSON, ce qu'on a parlé. Donc toutes les données elles vont être sérialisées, soit sous format JSON ou bien sous format XML. Souvent c'est JSON en général, sauf s'il y a une exception, ou bien si on parle de .NET, elle est beaucoup orientée vers XML. Donc, on ne peut pas dire qu'une application native n'a pas besoin d'Internet, c'est selon le cas. Donc, soit elle a besoin d'Internet, ou bien les enregistrements ils vont être les opérations, ou bien ce que tu veux sauvegarder, tu vas sauvegarder ça en interne. Tu récupères toujours vos propres données, ou bien ce que tes données, tu n'as pas besoin d'envoyer ça, ou bien d'enregistrer ça dans un cloud, ou bien peu importe. Donc là, tu n'as pas besoin d'Internet. Donc, elle respecte les codes design de chaque plateforme afin de proposer aux utilisateurs une expérience optimale. Alors là, une application elle est désignée pour un Android, il va communiquer comme il faut avec le système Android. Donc là, tu vas pas se trouver un jour, par exemple, devant une situation où l'application il ne vous répond pas, ou bien il n'agit pas comme il faut, ou bien des trucs comme ça. Donc parce qu'elle est déjà orientée, elle est déjà faite pour ce plateforme, donc tu vas rien craindre
pour ce cas-là. Deux acides. Donc là, on parle de développement mobile. Déjà, le développement cross, toujours, pour le développement cross, toujours c'est plus facile, plus rapide. Plus facile, plus rapide. C'est pas alors plus rapide lors de l'exécution, c'est lors de développement. Donc, ça ne va pas prendre beaucoup de temps et elle est portable. Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup d'avantages pour ce genre d'application, mais c'est selon le cas. La maintenance de l'application sera également plus facile. Donc là, tu n'es pas obligé de développer deux versions, donc, ou bien de corriger deux versions. C'est juste, si tu corriges la version, si tu as déjà une seule version, si tu corriges la version, automatiquement, ça va marcher dans tous les systèmes d'exploitation. Donc, cependant, toutes ces facilités ont un prix. Les performances de l'application sont moins bonnes et moins stables, puisque le système est moins adapté à chaque plateforme. Donc on peut bénéficier de des avantages des applications cross, mais en contrepartie, il y a beaucoup de... On va perdre au niveau de performance, au niveau de fiabilité, au niveau d'adaptation, au niveau de... Donc, c'est à vous de choisir. Alors, s'il y a une application, il faut bien réfléchir avant de choisir la technologie. Donc, est-ce qu'on va travailler en Android ou bien Cross? Il faut beaucoup réfléchir. Donc, tu passes ici. Voilà, donc, une statistique pour 2018. Pour 2018, on peut dire, en 2018, 80%. Maintenant on parle des smartphones. C'est pas le cas maintenant, donc il y a plusieurs équipements connectés à Internet. Tous ces équipements qui sont maintenant connectés à Internet, ils ont quoi? Toujours un système. N'importe quoi maintenant, un appareil, une caméra de recul de la voiture, n'importe quel équipement maintenant, il est équipé d'Internet. Alors si vers 2018, un réfrigérateur, n'importe, maintenant on peut dire, vers 2018, les statistiques, c'est juste pour le smartphone. Mais maintenant, on rajoute au smartphone, on rajoute quoi? Smart House. Donc, il y a plusieurs applications, ou bien plusieurs machines, ou bien plusieurs équipements connectés à Internet. Pour les paramétrer, il faut toujours passer par un système Android. Donc là, on peut dire que le chiffre, maintenant, il a dépassé le 80% des appareils qui utilisent Android. Ok, après c'est iOS. Non, après c'est iOS, oui. Après c'est iOS c'est 12,80. Les autres, c'est à vous de me dire c'est quoi les autres. 1,6 de qui? De Windows. 1,6 la machine de Windows. Windows Phone à voir comme ça. Oui. Donc, c'est de moi. Donc, déjà, Android, c'est quoi? C'est un système d'exploitation. C'est ici. Donc là, qu'est-ce qu'un Android? Donc, un système d'exploitation open source, conçu pour les dispositifs mobiles au sens large. Donc, dispositifs mobiles. Maintenant, on peut enlever carrément le mot mobile et les destiner maintenant à tous les autres les dispositifs. Donc, parce que ce n'est pas juste les applications mobiles ou bien les devices mobiles. Donc là, elle est fondée sur le noyau Linux. Alors là,
elle est basée sur le noyau de Linux, comme pas mal de systèmes d'exploitation, parce que c'est difficile de commencer un système d'exploitation à partir du début. Donc on ne peut pas développer n'importe quelle entreprise maintenant. Elle a ni les compétences nécessaires, ni les moyens pour développer le noyau d'un système d'exploitation. C'est pour ça la majorité des systèmes d'exploitation que l'on voit jusqu'à aujourd'hui, c'est des systèmes d'exploitation basés sur le noyau Linux. Parce que la partie la plus difficile, c'est la gestion de la mémoire, l'ordonnancement des applications, la gestion de multitâches, la gestion de multithreading et tout ça, c'est traité dans la gestion, la collecte des informations sur les périphériques, sur le matériel ou bien tout ça, c'est intégré dans le noyau Linux. Si quelqu'un pense à faire un système d'exploitation, il peut pas commencer un système, on peut dire, à partir du début. Toujours, ces systèmes, tu prends le noyau, parce que le noyau, il est open source et il est libre. Et tu peux, basé sur ce noyau-là, tu peux développer ta version du système. À la fin, tu la nommes ce que tu veux. Tu la nommes système Benjelloun. Tu la nommes Android Benjelloun. Tu peux la nommer ce que tu veux. Donc, il suffit de prendre le noyau, mais tu ne peux pas investir on peut dire, il n'y a pas les compétences nécessaires qui vont permettre un organisme de prendre ce risque-là. Donc, de développer un système à partir du début. Donc, il ne peut pas commencer ça. Donc, toujours, tous les systèmes que vous entendez, c'est des systèmes basés sur les noyaux Linux. Donc là, elle est lancée en juin 2017 à la suite. Donc, elle est lancée en 2017, suite du rachat par Google. Donc, Google, il a acheté ça. Alors, oui, et donc en 2005, donc le startup qui a commencé le développement, c'était une startup qui s'appelle Android Inc. Là, c'est deux adversaires. Alors, toujours dans on peut dire, vos smartphones, vous entendez mise à jour système, mise à jour système, mise à jour système. Ça veut dire une révision. Ça peut être maintenant, tu travailles avec Android par exemple 13, et à la fin, donc il y a plusieurs révisions pour chaque version de système d'extension Android. Donc on peut dire que maintenant je travaille avec Android 10, mais quelle révision de Android 10? Quelle révision? Quand on parle révision, ça veut dire quelle API. Donc on peut dire chaque révision, le système d'exploitation déclenche une version d'API. On a le départ, jusqu'à maintenant on parle de API 30, on parle de API 33. Donc maintenant, allô?
Donc pour chaque version d'Android, donc on parle des versions, il y a avant la version 10, chaque version il a quoi? Un nom. On peut parler de versions qui s'appellent Banana. Il y a beaucoup de versions qui ont le nom des fruits et des légumes. Donc, mais à partir de la version 10, alors quand tu parles Android, tu parles Android 10, 11, 12 et comme ça. Et pour chaque version, il y a beaucoup, on peut dire, de révision. Ça veut dire de mise à jour. Donc il y a des versions, une version d'Android, et quoi? Il y a ce qu'on appelle mise à jour. Pour chaque version, donc il y a des versions qui ont eu 3 mises à jour, il y a d'autres qui ont 4 mises à jour, il y a d'autres qui ont juste une seule mise à jour, donc ça dépend, c'est selon la version. Et pour chaque version, toujours, donc là, dans ce site, chaque version, il apporte pas mal de modifications, ou bien il apporte pas mal de fonctionnalités par rapport à l'ancienne version. Et tu peux déjà rentrer dans ce site-là. On va partager ce site avec vous à la fin. Donc, vous pouvez trouver quoi? Pour chaque version, par rapport à celle de la version 9, la version 10, voilà qu'est-ce qu'il apporte. Voilà qu'est-ce qu'il rajoute comme fonctionnalité. Et donc, tu peux comme ça trouver les avantages de la version que tu as installée, ou bien tu peux chercher les avantages de cette version que tu viens d'installer avant de les installer. Donc, toujours, il faut penser à installer ces versions. Donc, s'il y a une mise à jour, il faut penser parce que toujours, il y a même des correctifs ou bien des mises à jour de sécurité qui ne vont pas être déclenchés, ou bien, c'est pas annoncés. Donc là, l'entreprise, elle ne va pas annoncer certaines mises à jour de sécurité. Alors là, c'est comme une annonce qu'il a une faille de sécurité à ce niveau-là. Donc si elle détecte elle-même des failles de sécurité, elle peut envoyer des mises à jour de correction et à la fin, il va vous dire, voilà, l'appareil photo, on ajoute l'option, si tu veux prendre une photo, tu peux lui dire capture. Et à la fin, c'est bon. Une mise à jour. À la fin, pour que je puisse prendre capture, non. Donc il y a toujours des trucs cachés derrière ces mises à jour. Donc quand tu vois mise à jour d'un système d'exploitation, il faut penser à les installer parce que derrière, l'entreprise ne peut pas déclarer ou bien elle ne peut pas annoncer, on peut dire, ce qu'il a fait. Donc sinon, c'est comme il communique avec d'autres personnes et c'est comme il est en train de parler, de communiquer avec un hacker, il lui dit, voilà, on a une faille de sécurité, on a détecté ça et voilà la correction qu'on a arrivée. Non, ils ne vont pas déclencher ça. Si le hacker, c'est lui-même qui a déclenché le problème, il va annoncer ça dans la prochaine version. Il va vous dire, voilà, on a répondu aux failles de sécurité déclenchées, voilà. Donc c'est au niveau de sécurité les bouts. Mais sinon, il ne va pas déclencher. Il collecte, il détecte, il corrige. Donc on ne peut pas dire voilà les versions, toutes ces versions-là, c'est juste comme ça, en capture d'écran à la fin, tu trouves capture d'écran vidéo et amélioration des permissions. C'est bon. Donc, conversation sous forme de bulle. Une mise à jour d'un système d'exploitation pour qu'il annonce pour nous ces 3 axes. Donc, toujours il y a des trucs, des choses cachées. Il faut toujours penser à installer la dernière mise à jour. Donc, c'est le site. Donc, on va partager ce site avec vous à la fin. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est API nouvelle. C'est la version. La version. Donc là, ça veut dire, ça peut être, c'est Android, par exemple, c'est Android 10. Donc, vous voyez pas ici, il y a déjà un numéro là. Même moi, j'ai le voir. Mais d'ailleurs, donc là, il faut. Donc, chaque API, 01. Là, d'accord, Android 0. Donc là, chaque qu'on parle de API au niveau d'Android, c'est les révisions, c'est les mises à jour. Mais ce ne sont pas des correctifs classiques. Des mises à jour, vraiment, on peut dire, c'est des vraies mises à jour, ou bien des mises à jour qui apportent beaucoup de changements au niveau du système d'exploitation. Donc, chaque mise à jour,
quoi, API 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, maintenant, ils ont dépassé les 30. Donc, pour chaque, maintenant, quand on parle de mise à jour, c'est pour chaque version d'Android, il y a des mises à jour. Pour chaque version. Mais c'est pas 30 mises à jour pour la version Android 10. Ça peut être pour Android 10, il y a 3 mises à jour. Ça peut être pour Android 12, il y a 4. Ça peut être pour Android autre version, il y a pas de mise à jour. Donc, mais ces mises à jour, c'est les API. C'est des correctifs. C'est pour ça, quand tu vas installer Android, ils vont vous demander quelle mise à jour. Quand tu vas installer, ils vont vous dire quelle API, qu'est-ce que tu veux, quelle API. Alors, et tu vas choisir l'API qui vous convient. Donc là, la date de sortie, par exemple, il y a Android 1. La date de sortie, c'est 23 septembre 2008, Android 1.1 2009. Et chaque version d'Android, voilà, vous voyez ici, il est nommé Banana, l'autre il est nommé Apple, donc chaque version de Android est là, avant la version 10, ils ont des noms comme ça, donc, mais à partir d'Android 10, il n'y a pas changement de nom, c'est Android 10, c'est Android 11, c'est Android 11. C'est la cité. Alors là, les avantages de Android. Déjà, elle est open source. Le open source, le contrat de licence pour Android respecte les principes de l'open source. Ça veut dire quoi, open source? accès public. Oui. Ouais. انك تدخل لي سورس ديالو تموديفيه هذا هو الفكره باش Tu peux le trouver le code source sur GitHub. Tu peux trouver le code source Sur GitHub. sur GitHub. Voilà. Qui a une autre explication de open source? C'est ça? ولا تيقبل لا موديفيكاسيون ديال لي سورس ديالو وانا لو سورس ديالو ماشي فينا ممكن انك تموديفي لي سورس ديالو ممكن تموديفي لي سورس ديالو. واخ شكون اللي عنده شي حاجه. Tu peux participer, ajouter des fonctionnalités. Oui. Qui a d'autres? Hein? Gratuit. Hein? Open source. La différence entre open source et libre et gratuit. La différence entre open source et libre. Libre, ça n'a pas de droit. Il n'a pas de droit sur Libre. C'est-à-dire, tu peux le télécharger, ما تبقاش فيه ان هادو راه تابع مثلا هذا كيبقى لك ديك لاطراس ديالهم هو كان ليبر اوبن سورس هو دكتور ما تيكونش فيه ليبر عندها علاقه مع الدغوا دوتور. يعني تيكون اي واحد يقدر يخدم هذاك ديك لابليكاسيون. واخا donc comme ça Java libre ou gratuit ou la open source langage Java. اوبن سورس Hein? اوبن سورس Hein? Gratuit open source. Hein? Gratuit open source. واخا لكن بارطاجي على الانترنت دخلنا جافا. Monsieur, Ah. open source, moi, ça veut dire que دير تما دي جافا respecte quoi. respecte quelques normes. Ah. C'est ça la différence. لا ديك جافا دير حداها اوبن سورس ولا دير حداها غراتوي. لا وديك جافا قدام. هيا شوف les 7 milliards d'environnements de développement open source gratuit. شوفوا هادشي. Donc là قال لك اسيدي les 7 meilleurs environnements de développement open source gratuit.
open source gratuit, environnement de développement. Donc, environnement de développement, donc là, par exemple, open source, ça veut dire quoi? Open source. Par exemple, la version Linux, on peut parler de noyau de Linux ou bien la version kernel de Linux. C'est une version comment? Open source. Open source, ça ne veut pas dire que tu peux accéder au code source. Ça ne veut pas dire que tu peux modifier le code source. Parce que le code source, elle est déjà. On peut trouver, par exemple, pour Java, on peut trouver quoi? On ne peut pas modifier. On peut trouver les classes précompilées binaires. Précompilées. Déjà, ils sont prêts, ils sont chez nous, mais précompilés. Ça ne veut pas dire que tu vas, à la fin, créer une version de programmation, créer un langage de programmation, tu vas la nommer Java M. Non. Java, tu ne vas pas... Non, c'est... Oh, ça fait... Mais non, c'est ce que j'ai dit. Je sais pas. Là, je sais pas. Java M. Donc on ne peut pas créer nos propres versions. On ne peut pas utiliser cette version à la fin, rajouter d'autres fonctionnalités ou bien d'autres bibliothèques. À la fin, on va on va la nommer Java. Mais par rapport à qui on compare les versions, le noyau Linux, elle est libre. Il ne peut pas être libre s'il n'est pas. Donc pour nous, si elle est libre, on peut compiler nous-mêmes la version d'origine. On a le droit d'accéder au code source, puisqu'elle est libre, automatiquement elle est open source. Elle est libre, automatiquement elle est open source. Donc tu accèdes au code, tu développes le code, et libre d'utilisation et de commercialisation. Ça veut dire, comme ce qu'elle a dit, elle a dit droit d'auteur. Donc tu as le droit de quoi? De modifier, et à la fin avoir une version, par exemple, basée sur le noyau de Linux, tu la nommes, c'est comme ce qu'on entend beaucoup, il y a Mandriva, Mandrak, Red Hat, il y a beaucoup de versions de Linux. Ces versions sont basées sur quoi? Sur le noyau de Linux, qui est libre d'utilisation. Donc là, gratuit ici, c'est, alors là, gratuit d'utilisation, c'est rien à voir avec... Donc tu peux utiliser gratuitement, tu ne vas rien acheter gratuitement le système. Tu vas utiliser gratuitement. Si tu accèdes au code source, tu vas comment précompiler binaire. Donc ça ne veut pas dire que tu vas... On parle pas de tu peux pas étendre les classes, mais à la fin, tu peux étendre les classes ou bien améliorer les fonctionnalités de base par exemple d'un système, mais à la fin tu peux pas ressortir à la fin votre propre version. Tu vas lui dire voilà la version donc déjà tu n'as pas accès au code source, tu vas trouver le code précompilé binaire. Précompilé. Open source, c'est-à-dire on travaille avec le code comme il est, on n'ajoute rien. On rajouterait. Libre, on peut rajouter d'autres fonctionnalités. On peut même, donc il y a beaucoup de contrats pour libre, donc ça peut être libre, elle est libre juste pour, on peut dire, dans le cadre scientifique, ça veut dire c'est juste pour partager, pour les gens connaissent ce qu'il y a là-dedans, ou bien elle est basée sur quoi, ou bien la manière de développement. Mais tu dois avoir libre d'utilisation et de commercialisation, si tu veux commercialiser. C'est par rapport à Linux, c'est libre d'utilisation et de commercialisation. Tu peux baser sur le noyau de Linux et tu peux la modifier et tu peux même personnaliser et tu peux vendre ta version à la fin. Tu vas rien craindre. Donc déjà, elle est open source, gratuit ou presque. Android est gratuit autant pour vous que pour les constructeurs. Elle est gratuite pour nous,
Les constructeurs, c'est quel constructeur? Les constructeurs d'applications basés sur Android. Donc ça, c'était juste, si tu veux par exemple déployer une application Android, donc sur Play Store, donc ça va coûter un montant, donc on peut dire c'est rien du tout, donc il ne faut pas penser à ça, c'est comme elle est gratuite. Donc tu peux commercialiser ta propre version, tu assures des revenus sans rien investir, ça ne va pas poser problème. Donc là, ma caisse m'a assure revenus, voilà, t'as quelque chose. Ma caisse, revenus bien qu'ils ont. Donc facile à vendre, donc le Play Store, donc déjà le Play Store, tu peux commercialiser dans le Play Store. Donc pour vous, le paiement, c'est pas à vous de développer la manière comment tu vas, si quelqu'un achète votre application à partir de Play Store, donc c'est juste des paramétrages et des trucs ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire au départ pour que tu puisses orienter par exemple les gains vers votre compte. Donc tout ça c'est assuré par Play Store. Au départ c'est juste des configurations et à la fin avec ce que vous savez Play Store anciennement donc Android Markets est une plateforme très visitée pour le partage des applications. Donc là, elle est flexible. Le système est extrêmement portable. Il s'adapte avec différents dispositifs, smartphone, tablette, TV, four, machine à laver. Et on va dire que ça ne avec ça, donc, donc là, les avantages de Android. Donc déjà, les avantages d'Android complémentaires, qu'est-ce qu'il fait? Il combine plusieurs composants totalement différents pour obtenir un résultat surpuissant. Par exemple, si on combine l'appareil photo avec le GPS, on peut poster les coordonnées GPS des photos prises. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on peut combiner plusieurs fonctionnalités avec ce système Android pour donner une performance à l'application. Ça veut dire, oui. Faire une connectivité C'est entre comme on combine deux fonctionnalités pour avoir une fonctionnalité. On peut nous-mêmes développer une application qui combine ou bien qui rassemble les fonctionnalités de deux autres on peut dire fonctionnalités pour donner à la fin pour offrir une autre fonctionnalité beaucoup plus avancée comme ce qu'elle a dit. Donc là ça c'est bon, mais d'une autre façon on ne peut pas faire ça avec le cross, donc on ne peut pas faire ça. Donc facile à développer, toutes les API mises à disposition facilitent et accélèrent grandement le travail. Ces API sont très complètes et très faciles à accéder. Une API ou interface de programmation est un ensemble de règles à suivre pour pouvoir dialoguer avec d'autres applications. Par exemple, je peux Google Maps de m'afficher la carte de Mohammedia. Les API en général, c'est les versions, pour ne pas casser la tête, c'est les versions d'Android. Donc téléchargement d'une application. Si tu veux télécharger une application Android, il faut passer par Google Play Store. Donc au départ, elle a eu elle a été nommée Android Markets, mais maintenant c'est Google Play Store. Ou bien il y a plusieurs endroits. Donc là, on peut dire l'installable d'une application Android, c'est quoi? C'est APK. Donc tu peux télécharger des APK à partir d'autres sources de données, à partir d'autres sites. Mais c'est pas ça. Mais au départ, pourquoi normalement la majorité des gens téléchargent?
des applications à partir de Google Play Store. Pourquoi ce monsieur-là qui a développé cette APK, pourquoi il n'a pas pu, on peut dire, déployer l'application chez Play Store? Parce que Play Store, il a refusé. Parce qu'il n'a pas pu déployer l'application. L'application APK, qui se trouve plus sur Play Store, automatiquement, il contient un problème. Il va créer pour vous un problème de sécurité. Automatiquement. Automatiquement. Il ne faut rien penser. Tu ne peux pas penser à autre chose. Donc là, puisque maintenant la majorité des gens, on peut dire plus que 90% des gens, téléchargent à partir de Play Store. À la fin, quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au niveau de paramétrage de mobile, et il peut installer des applications dont le source est inconnu, il fait comme ça, il passe, il clique, j'accepte d'installer des applications dont le source est inconnu, et il passe et télécharge sa propre version. J'ai un exemple de WhatsApp, et télécharge une autre version de WhatsApp, ou bien une autre version de WhatsApp. Ces versions de WhatsApp développées par qui? Par des particuliers. Par des particuliers. À la fin, tu l'installes, tu communiques, tu écris, tu rédiges tout ce que tu veux, tu partages tout ce que tu veux. C'est normal. Donc il ne faut jamais installer une application à partir de notre source. Alors là, il faut toujours... Parce que si quelque chose il est dans Play Store, ça veut dire déjà, on peut dire... avant, ce n'était pas le cas. Play Store, avant, il accepte tout. Mais maintenant, vraiment, tu ne peux pas déposer n'importe quoi ou bien n'importe quelle application dans Play Store. Donc il y a beaucoup de vérifications avant de... Monsieur, pour déployer l'application chez Play Store, bien Play Store, elle a un barème ou bien quelque chose sur... La vérification, tu vas voir ça. C'est uniquement pour la sécurité. C'est pour ça qu'ils refusent ou bien... هي كتبروتيجي عشان الناس اللي كينستاليو ديك لابليكاسيون. كتقول لهم هاد لابليكاسيون ما تخافش منها، كنعرفوا مولاها، كنعرفوا كذا، كنعرفوا منين يشدوا، كنعرفوا منين يجبدوا، كنعرفوا شكون هو، كنعرفوا كذا، المصدر الفلوس عارفين فين يمشيو، عارفين. دونك واحد البارامتراج باش الا ما دارش هكاك غيولي واحد اللي حط تما وتدخل حيت نتايا ملي كشنو اون فوا tu télécharges une application à partir de Play Store, c'est comme Play Store, il vous donne un garantie. Alors là, donc il faut pas beaucoup réfléchir quant à la sécurité de l'application, ou bien côté on peut dire un malveillant, ou bien quelqu'un qui va exploiter vos données, ou bien un truc comme ça. Donc il faut pas penser à ça. Donc tout ça, c'est dans les normes. C'est juste ça. Mais quand tu passes à un autre endroit, tu télécharges vous-même une application, tu l'installes. المشكلة أنه هو اللي كيعطي لي زابليكاسيون بورطابل ديالو. كيفاش هي كديتيكتي من لابيكا كديتيكتي انها فيها شي حاجه سيكوريتي لا هو اصلا هما بغاو اون فوا tu veux déployer, tu déploies donc pour le Play Store, tu déploies APK l'installable l'application. Donc à la fin, automatiquement, dès que tu peux lancer une application, tu peux voir côté réseau, côté performance, qu'est-ce qu'il consomme, tu peux voir dans la partie réseau, cette application, il accède à quoi? Est-ce qu'il envoie des données? Qu'est-ce qu'il consomme? Donc tout d'abord, Play Store, il teste l'application. Pour voir vraiment si l'application déclenche vraiment, ou bien si on peut dire, par exemple, s'il fait quelque chose qui n'est pas bon, donc là, il n'accepte pas. C'est toute une démarche maintenant de vérification. Donc ça ne veut pas dire que tu vas passer maintenant, tu paramètres maintenant. Donc c'est pas tout de suite. Donc il faut déployer l'application, attendre, tu vas voir, après certain temps, tu vas avoir la réponse et ainsi de suite. Donc
Mais il y a des gens qui installent à partir de APK, des APK à partir de d'autres sources. Donc déjà un paquet contenant les fichiers d'une application, c'est grâce à lui il est possible d'installer une application sur téléphone. C'est ainsi de suite. Donc là, voilà. Donc avant d'installer une APK ou bien si tu le télécharges, il faut passer dans l'onglet sécurité de votre mobile. Tu acceptes source inconnue. Alors là, tu l'actives et voilà, tu installes ce que tu veux. Tu installes n'importe quelle application, même s'il n'est pas certifié. Donc, c'est ainsi. Donc il y a beaucoup de sites à partir. Donc il y a beaucoup de sites. Donc tu peux télécharger des APK à partir de beaucoup de sites. Donc il faut éviter de faire ça en général. Donc alors là, c'est comme tu rentres, tu télécharges l'APK par exemple, c'est une APK de WhatsApp, tu télécharges, tu l'installes. À la fin, tu peux voir est-ce qu'il a vu le message, il n'a pas vu le message. C'est d'agrandir. كل شيء كيدير لكم انت كدير انت ما كتشوفوا داك فيه واحد ديال الاخر اللي حط لابليكاسيون كيشوفك انت هي كيشوف لي فيديو اللي عندك عاد حتى هو زميل على الحاجه خليها تشوف ديك العناوين الكبار حيت سولتني انت شي داخل نبقى نشوف فيها وتشوف فيها خلي باك كيشوف العناوين الكبار صافي بارك. Donc déjà Android il est basé sur le noyau de Linux. Quelle version Linux kernel. Donc là, déjà quand tu parles noyau, ça veut dire pour détecter les périphériques, pour communiquer avec, pour que votre machine ou bien pour votre smartphone puisse communiquer ou bien puisse commander les périphériques, il faut déjà avoir un driver ou bien un pilote qui va lui offrir ces fonctionnalités-là. Donc, n'importe qui ne peut pas, c'est pas difficile, c'est pas facile de développer ce genre de driver. Donc, il demande beaucoup de connaissances. C'est pourquoi, pour tout ce qui concerne, on peut dire l'ordonnancement, ça veut dire la priorité d'exécution des processus au niveau le multithreading ou bien au niveau de détection de matériel ou bien de détection par exemple d'écart des périphériques, peu importe, ça rentre dans la fonctionnalité du noyau Linux. Donc Android il est basé sur le noyau Linux, c'est le noyau Linux qui lui offre ces données. C'est le noyau Linux qui assure l'ordonnancement, qui assure la gestion des processus, qui assure la gestion de mémoire et qui assure même la communication avec tous les périphériques du smartphone ou bien de l'appareil. Après, tu peux utiliser par exemple, tu peux déclencher tu peux travailler ou bien tu peux développer une application Android, mais à la fin, tu as besoin, dans certains cas, tu as besoin de certaines librairies. Donc tu peux, on peut dire, certaines librairies, tu peux les rajouter dans votre application. C'est comme les dépendances. Les dépendances, les dépendances il y a des endroits, maintenant quand on parle d'Android, maintenant c'est des projets gradés. Donc il y a même dans ce genre de projet, il y a un endroit où on peut demander l'utilisation de certaines librairies. Si on a besoin de certaines librairies, on peut passer dans un fichier de configuration de l'application
le fichier qui se charge de compilation et de, on peut dire, paramétrage de l'application et tout ça. Et même au niveau des fichiers de configuration de Gradle, on peut rajouter d'autres librairies si on pense qu'on a besoin de ces librairies. Donc c'est comme, c'est lui qui gère la dépendance par rapport à Maven. On peut dire c'est l'équivalent de Maven, l'endroit où vous gérez les dépendances au niveau d'une application Maven. Déjà même, Android, on va parler, il y a déjà l'environnement d'exécution. C'est comme par rapport à Java, il y a un environnement d'exécution des applications Java. C'était pour Java, GRE, et maintenant on va parler dans la prochaine diapositive sur comment Android exécute ses applications. Donc déjà, quand on parle d'une application Android, il y a déjà des frameworks qu'on peut dire, c'est comme des classes prédéfinies qu'on peut les exploiter. Ce ne sont pas des librairies, parce que même les librairies contiennent d'autres classes, ou bien d'autres fonctionnalités. Donc on peut utiliser des frameworks qui sont par défaut là, et on peut les exploiter comme librairies qui gèrent on peut dire les activities, ou bien une autre qui gère les ressources, ou bien le téléphone manager, ou bien il y a beaucoup de classes, ou bien de bibliothèques qui sont toujours là. Je peux les exploiter sans rien intégrer, ou bien sans demander le téléchargement, ou bien sans demander l'utilisation sans passer par d'autres librairies. Donc là, c'est des librairies, c'est des frameworks qui sont là par défaut. Je peux les utiliser. Alors là, et même, il y a la partie application. C'est les applications que vous voyez par défaut. Lors de l'installation, par exemple, tu peux se servir des applications que vous trouvez sur votre mobile. Ça peut être votre application communique avec une autre application. Une autre application système, tu peux communiquer avec calculatrice, tu peux commander calculatrice, tu peux commander l'appareil photo, tu peux faire ce que tu veux. Donc là, tu peux communiquer même avec les autres applications. Donc, donc là, le noyau, Allah. Donc Android s'appuie sur un noyau Linux, la version 2.6, donc qui agit également comme une couche d'abstraction entre le matériel et le reste de la pile logicielle. Pour accéder aux périphériques, caméra, audio, tout ça, Android ne peut pas faire ça tout seul. Et il doit utiliser les fonctionnalités du noyau de Linux parce que c'est le noyau qui assure ça. C'est la mission, c'est pourquoi elle est là. Donc sinon, ils ne vont pas utiliser carrément le noyau. Donc, comme on a dit, c'est difficile de développer un système d'extraction. C'est toujours, si tu penses à ça, il faut faire des modifications. Il faut baser sur un noyau Linux et là, à partir de là où tu peux par exemple ressortir avec une autre version à vous. Tu peux personnaliser la version, mais tu ne peux pas commencer un système à partir du début. C'est ainsi. Donc là, déjà Android possède de nombreuses bibliothèques natives. Ils fournissent un accès direct aux ressources du système. C'est en quelque sorte la base d'ensemble des systèmes au niveau supérieur. Donc ces librairies, on va les voir après, donc on ne va pas casser deux essais. Donc là voilà, donc cette partie, on parle de l'environnement d'exécution de l'application, une application, environnement d'exécution, d'application quoi? Environnement d'exécution. Ça veut dire c'est à travers Dalvik Virtual Machine. C'est Dalvik qui va vous permettre de compiler
votre application. Donc là, Dalvik, on peut dire, c'est l'équivalent de GRE dans la version machine Java. Donc là, on peut dire c'est l'utilitaire qui va vous permettre de compiler pour que tu puisses passer à la phase d'exécution pour une application Android. Alors là, pour qu'un programme fonctionne, il doit d'abord passer par une étape de compilation qui consiste à traduire votre code Java en bytecode. Parce qu'à la fin, un système d'extension, quand tu vas rédiger quelque chose en Java, est-ce que le microprocesseur comprend le langage Java? Il ne comprend pas. Il peut pas exécuter if ou bien boucle ou bien des trucs comme ça. Sinon par exemple, s'il exécute, ça veut dire qu'il comprend. S'il exécute, ça veut dire qu'il comprend. Il ne peut pas comprendre. Sinon, si on réfléchit de cette manière, ça veut dire s'il y a une mise à jour de Java, à la fin, il faut prendre votre microprocesseur, il faut passer par un site ou bien un endroit où tu vas mettre à jour votre microprocesseur pour qu'il puisse exécuter les instructions d'un autre langage qui a vu le jour. Et ce n'est pas le cas. Donc le microprocesseur, toujours il comprend un seul langage, c'est le langage machine. Alors pour vous, tu peux utiliser n'importe quel langage. Tu peux développer avec n'importe quel langage. Ces langages, ce sont des langages comment évolués. Donc quand on parle de langage évolué, ce sont des langages proches de l'être humain. Ça veut dire c'est nous-mêmes, on peut comprendre. If ça veut dire si, ça veut dire quoi? On est habitué à ce genre d'instructions, même dans la vie quotidienne. C'est comme tu essaies de rédiger ça en respectant un syntaxe propre. Donc c'est notre langage. C'est pas, donc quand on met if, à la fin on met for, on met tous ces genres d'instructions. Alors là, c'est quoi? C'est notre langage. On est familiarisé avec ça. Mais pour la machine, le microprocesseur, il comprend juste langage assembleur. Il comprend juste langage assembleur. Ça veut dire, quand tu rédiges le code source d'un langage, il faut passer par une autre phase qui s'appelle la phase de compilation. La phase de compilation, qu'est-ce qui va nous permettre de vérifier est-ce que vraiment le code, est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il n'y a pas de problème au niveau de lexique et au niveau de syntaxe? Est-ce qu'il n'y a pas de problème dans votre code? Si vraiment votre code est correct, alors là, on passe à la phase de quoi? D'abord, compilation pour la génération, donc la vérification et la vérification des erreurs lexicales et syntaxiques parmi les phases de la compilation. Alors là, si tout est bien, alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer des fichiers compilés binaires. Des fichiers compilés binaires, ça veut dire compilé binaire, ça veut dire à la fin code, comment il est? Code assembleur. Les fichiers compilés binaires, à la fin code assembleur. Alors dès que je génère ce code-là, c'est un code qui, comment il est? Il est propre. On peut dire ce code résume votre code, mais c'est comme une traduction de votre code en quoi? En langage assembleur. Traduction. Compilé binaire. Donc on peut débugger un fichier exécutable pour voir vraiment derrière qu'est-ce qu'il y a. Donc les instructions assembleurs. Ça veut dire n'importe quel programme, à la fin, il est comment? Il est compilé, il est traduit en langage assembleur. Alors là, parce que la machine, il ne peut pas exécuter n'importe quel ordre. Il exécute juste ce qu'il comprend bien. Donc c'est juste langage assembleur. Mais après, on parle de la phase de l'édition de liens. La phase de linkage, la phase de l'édition de liens, c'est une autre phase. Quand la phase d'édition de liens, c'est une autre phase qui quoi?
Par exemple, le fichier bytecode qui est généré, c'est un fichier, il résume quoi? Il résume votre code. Mais votre code, il ne peut pas s'exécuter indépendamment des ressources ou bien des bibliothèques de langage. À la fin, quand on va générer un exécutable, on n'a pas besoin, on ne va pas après pour installer pour exécuter cet exécutable-là, on va installer la bibliothèque de langage. L'exécutable, il s'exécute, il n'y a pas de dépendance entre l'exécutable et la bibliothèque. À la fin, tu peux lancer l'exécutable sans installer la bibliothèque de langage. Donc, après la compilation, ou bien après le bytecode, que tu as eu après quoi? Après la phase de compilation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la phase d'édition de lien. Ça veut dire, le compilateur, il va chercher les bibliothèques nécessaires, pour assurer le bon fonctionnalité de votre application. C'est comme il va construire quoi? Une autre bytecode, un autre fichier compilé binaire, Ce fichier-là, il intègre votre code et même les bibliothèques nécessaires pour assurer l'exécution de votre application d'une manière indépendante on peut dire de la bibliothèque ou bien du langage. Ça veut dire c'est comme une phase de rassemblage. Il rassemble toutes les ressources nécessaires pour assurer l'exécution de votre application d'une manière indépendante du système. Sinon, c'est pourquoi, après, dès qu'on télécharge n'importe quelle application à partir de l'Internet, on passe à l'exécution. On n'a jamais entendu, voilà, tu passes pour installer tel langage pour qu'il puisse fonctionner pour vous. Donc là, parce que l'exécutable, on peut dire, il contient même les bibliothèques nécessaires, ou bien la partie nécessaire du langage pour que l'application puisse tourner. Donc c'est comme il y a deux parties, une partie de linkage, d'édition des liens, ou bien rassemblage. Et la première partie, la partie de vérification des erreurs lexicales et syntaxiques, et après la phase de quoi? La compilation, la génération fichier bytecode, mais un fichier bytecode basé sur votre code. C'est dans la phase de linkage, alors là qu'on rassemble tous les fichiers nécessaires pour à la fin que ce fichier exécutable qu'on a généré à la fin puisse tourner d'une manière indépendante du langage. Qu'un programme fonctionne. Donc là, pour qu'un programme... Voilà. Donc là, la machine virtuelle d'Alvik, déjà, dans votre code source, tu dois utiliser Android SDK. C'est quoi Android SDK? C'est la bibliothèque d'Android. Donc là, quand je veux développer Java, je n'ai besoin de JDK. Je veux développer Android. Quoi? Maintenant, c'est SDK. À la fin, le code il est là. Je dois générer un bytecode Java. C'est comme quoi? C'est comme compiler, on peut dire ma propre code. D'abord vérifier, après compiler. Mais qui prend en charge de ça? C'est machine virtuelle d'Alvik. C'est machine virtuelle d'Alvik qui va s'occuper de ça. Donc déjà, la machine virtuelle qui s'occupe de ça. Après, une autre phase. C'est la phase de génération de l'exécutable. Alors la génération d'exécutable, c'est une autre phase. C'est la phase d'édition de liens. La phase d'édition de liens, ou bien la phase de rassemblage, ou bien linkage, ou bien tout ça. Tout ça s'appelle bytecode d'Alvik. Bytecode d'Alvik. Donc là, on peut dire, c'est votre APK. C'est votre, à ce niveau-là, votre APK, elle est là, elle peut s'exécuter facilement. Tout ça,
qui prend en charge ça, c'est machine virtuelle Dalvik. Il exécute, il lance, il génère l'exécutable sur deux phases. Première phase, il génère le bytecode, la bytecode Java, qui est un code attaché à votre développement, et après, il génère un autre bytecode, mais cette fois-ci, il est comment? Elle résume toutes les bibliothèques nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'APK d'une manière indépendante de SDK de Android. C'est ainsi. Alors là, le module de développement maintenant, tout ça, je pense qu'on va passer cette étape. Donc là, tout ça, c'est des classes prêtes au niveau de Android, on peut les utiliser. Alors là, chaque classe, il va nous servir. Il y a des classes qui vont nous servir. Je résume tout ça. Donc il y a des classes qui vont nous servir pour contrôler nos propres interfaces. Il y a d'autres pour la communication, pour l'utilisation ou bien l'exploitation des ressources, on peut dire, de device. Il y a d'autres ressources qui vont nous permettre de construire nos propres vues. Il y a d'autres ressources qui vont nous permettre d'assurer une bonne communication entre nos activités ou bien nos interfaces. Donc tout ça, on va les voir en pratique. On va pas essayer de passer. Application. Donc la couche application, c'est les applications d'Android. Même avec les applications d'Android, les applications par défaut qui sont installées par défaut, tu peux communiquer, tu peux les utiliser, tu peux même les personnaliser, tu peux faire ce que tu veux de ceci. Alors là, la configuration et l'installation de l'environnement de développement. Configuration et l'installation. Alors, tout d'abord, il faut télécharger quoi? Quoi? Hein? JDK Java. D'abord, il faut passer par la bibliothèque de Java. La bibliothèque de Java. Tout d'abord. Après, le SDK. Software SDK. Ah. Donc après, Software Development Kit. Donc là, le SDK. Alors, mais maintenant, c'est les environnements de développement. On peut utiliser Eclipse, mais maintenant, c'est pas le cas. C'est une ancienne manière de développement pour les applications mobiles. Au départ, c'était pas une autre manière. C'était juste, si tu veux développer mobile, ça veut dire que tu intègres un plugin dans Eclipse. Le plugin il s'appelle ADT, et là, tu peux, au niveau de Eclipse, de développer Android Studio. Android Studio, il est développé par Intelligent, l'autre éditeur, le célèbre éditeur qui existe maintenant. Donc, même lors de l'installation, lors de l'installation d'Android Studio, vous allez constater qu'il y a en bas édité par ou bien comme ça. Donc, l'éditeur c'est Intelligent. Donc, c'est lui qui édite, qui a développé Android Studio. Donc, déjà Intelligent, maintenant, il est très puissant. Et assure des bonnes fonctionnalités pour Android Studio. Ça veut dire on va installer quoi? Android Studio. Ça ne veut pas dire on va passer à installer SDK. C'est lors, après l'installation d'Android Studio, où on va installer SDK. Après l'installation d'Android Studio, on passe à l'installation de SDK. Donc, le kit de développement SDK d'Android est un ensemble complet de types de développement. Il inclut un debugger, des bibliothèques logicielles, un émulateur pour visualiser les applications, de la documentation, des exemples de code, des API et des tutoriels. Donc, Android Studio. Alors là, depuis
la moitié 2015, les développeurs ont basculé vers Android Studio comme étant l'IDE intelligent ayant subi. Alors là, depuis 2015, les développeurs ont basculé vers Android Studio comme étant l'IDE intelligent ayant subi l'intégration de fonctionnalités de développement Android. Alors là, vous voyez ici, il est powered by Intelligent Platform. Donc Intelligent, vous voyez ça, powered by, il est développé par Intelligent Platform. Donc Allah. Donc l'installation de JDK, donc d'abord il faut commencer par JDK. Donc pour vous, on a déjà installé JDK. Donc c'est non GRE, ça veut dire que tu ne vas pas installer, donc tu n'as pas besoin de GRE. Mais maintenant le JDK intègre de GRE. Dès que tu télécharges JDK, GRE est là. Mais avant c'était pas comme ça. Avant c'était deux versions, une version JDK, un installable pour JDK, autre installable pour GRE. Mais maintenant, JDK regroupe même le GRE adéquat pour le système. Donc, c'est la série. Donc là, après l'installation, après il faut passer à l'installation. Installation d'Android Studio, c'est classique, suivant, il faut... C'est la série. Donc tu peux, lors de l'installation, au départ de l'installation, il y a une partie en bas qui s'appelle Configure. Tu peux cliquer sur SDK Manager et tu peux demander l'installation de la version SDK qui vous convient. Et tu peux carrément ne pas, tu peux, on peut dire, ignorer cette étape. Et après l'installation d'Android Studio, tu peux, dans notre endroit dans le menu, on peut vraiment télécharger la version SDK qui nous convient. Donc, c'est facile. Voilà, donc ici, vous voyez ici, par exemple, Android, la version 7, il a un nom. C'est quel API level? Le API level, vous voyez ça, c'est le 25. Ça veut dire la mise à jour 25. La mise à jour 25. Ça, pour chaque, par exemple, si pour le cas de Android 6, la mise à jour c'est le 25. Donc, si vous voyez ici, il y a quoi? La révision. Le nombre de révisions, le nombre d'améliorations ou bien de mise à jour que cette version de 7 a eu. Donc là, il faut installer la version Android. On va parler comment choisir la bonne version. Donc comment choisir. Donc c'est pas au hasard, c'est pas pour nous, on va dire voilà, on va travailler on va installer Android 13 ou bien il faut pas penser de cette manière. Parce que tu n'installes pas une application pour vous, tu ne développes pas pour vous, sinon ça va marcher juste dans votre portable s'il supporte le 13. Donc il ne faut pas réfléchir comme ça, il faut penser à télécharger la version, ou bien l'Android, la version qui est la version, on peut dire, la plus, si tu veux par exemple annoncer ça maintenant ou bien déposer ça durant cette année, tu vas voir quelle est la version la plus utilisée au niveau des smartphones. Tu vas voir la version la plus utilisée. Sinon, si tu développes ça pour la version à la fin 11, et la version le 11, elle est utilisée seulement dans 10% des appareils. Parce que les autres, pour d'autres appareils, ils n'ont pas assez de performance pour installer cette version. À la fin de votre application, ça va tourner juste pour 10% des smartphones. Donc toujours, il faut chercher quelle version? La version d'Android la plus, on peut dire la plus populaire ou bien
le plus utilisé lors de déploiement. Quand tu vas déposer ça, tu penses quelle version qui est maintenant la plus célèbre ou bien la plus installée. Sinon, tu investis votre temps pour rien. Et avant de passer à l'installation de Android, il faut tout d'abord activer la virtualisation au niveau de BIOS de votre machine. Il faut activer la virtualisation. Parce que en général, si tu veux exécuter au niveau des émulateurs, c'est un système virtuel qui se lance au-dessus de notre système. Donc là, c'est comme le cas pour VMware. Si tu veux installer VMware dans votre machine, si tu veux déployer ou bien si tu veux installer autre machine virtuelle, il faut activer la virtualisation au niveau de BIOS de votre machine. Si tu veux travailler avec l'émulateur, si tu veux travailler avec l'émulateur de Android Studio. Donc il faut passer par l'activation de virtualisation au niveau de la machine, au niveau de BIOS. Mais pour nous, si je veux choisir par exemple quelle version d'Android, je ne vais pas par exemple passer, je prends la version et je passe au niveau d'Internet, et je cherche un statistique qui me dit voilà, cette version elle est utilisée dans 60% des machines. Donc c'est lors de création de projet, dès que tu choisis la version, donc Android Studio il annonce pour vous, voilà, elle est utilisée dans 60% des machines. Donc tu peux lors du choix de la version, tu peux dire voilà, ça m'intéresse, voilà cette version parce que le temps d'utilisation il est assez important, donc j'utilise cette version. Donc c'est pas quelque chose de difficile, donc il suffit lors de création de projet, il suffit de voir les statistiques garanties ou bien présentées par Android Studio. C'est assez maintenant à ce niveau-là, on parle de minimum, ce qu'il faut installer, mais avec le temps, tu as besoin d'autres bibliothèques à intégrer. Donc le minimum, c'est d'installer on peut dire que tu as choisi Android la version 7, il faut télécharger SDK plateforme. Ça c'est déjà le SDK, le source for Android. Toujours, il faut penser Google Play Intel 86 à ton système image, il faut penser à ça. Ça c'est le minimum. Mais après, avec le temps, on a besoin de choisir ou bien de sélectionner d'autres options. On peut revenir à chaque fois à cette interface-là, on peut choisir qui nous convient pour assurer la fonctionnalité qu'on désire. Alors, c'est aussi. Donc là, c'était juste ici, lors du choix, ici, il y a un onglet ici, ou bien une case à cocher qu'il faut la cocher pour voir d'autres packages ou bien d'autres, on peut dire d'autres installables que tu peux installer. Donc tout ça c'est déjà coché par défaut. Quand tu passes à l'installation, tout ça c'est coché par défaut. Donc il ne faut rien toucher à ce niveau-là.
Il faut rien toucher. Tu gardes on peut dire les options cochées par défaut, tu gardes comme il est, donc tu passes à autre. Après, donc là, tu as installé le SDK, Maintenant, il faut installer quoi? La machine virtuelle. Maintenant, il faut installer Virtual Device. Il faut installer quoi? Le Virtual Device. Ça veut dire, lors de l'exécution, je veux exécuter ça dans quel émulateur ou bien dans quel appareil. Tu choisis la version. Donc, quand tu choisis la version, automatiquement, tu choisis ta version. Il a une résolution par défaut. Normalement, quand tu choisis la version, il ne faut pas changer au niveau de paramètres. Sinon, ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Donc, il faut garder, quand tu choisis une version de Virtual Device, tu choisis la version. Après, quand tu passes en autre onglet pour définir les paramètres, il ne faut pas toucher cet endroit-là. Sinon, tu ne vas pas travailler avec les paramètres réels de device manager que tu as utilisé. Donc, il faut, si tu adoptes pour une version, il ne faut pas toucher les paramètres. Sinon, ce que tu vois, réellement, tu ne vas pas le voir sur la version mobile. Donc, tu vas voir ça présenté de notre façon. Ça fait? Bien. Donc, ça, par exemple, ici, il y a un Nexus. Il est installé, mais tu peux passer dans Create New Device et tu peux installer un autre. Donc, c'est ici, lors du choix, déjà tu choisis l'application, elle est orientée vers TV, smartphone ou bien mobile ou bien ce que tu veux. Tu peux choisir. Donc là, tu choisis déjà pour quelle catégorie. À la fin, il va présenter pour vous on peut dire quelques devices qui sont déjà, qui existent sur le marché. Donc tu choisis l'émulateur qui vous convient, tu choisis et tu gardes les paramètres par défaut. Donc là, dès que tu choisis un, il va vous dire voilà la taille de l'écran, voilà la résolution par défaut. Il faut garder ces résolutions, il ne faut pas penser à changer ça, sinon ce que tu vois sur l'émulateur, tu ne vas pas le voir lors de l'exécution au niveau de mobile. C'est ça. Donc, d'abord, voilà, donc quand tu choisis quoi, dès que tu choisis par exemple un virtual device, ça veut dire un émulateur. Alors, vous savez très bien, par exemple, quand tu as un smartphone, tu peux installer quelques versions de Android et d'autres versions, tu ne peux pas l'installer. Par rapport à la performance de votre équipement ou bien de votre smartphone. Donc là, dès que tu choisis une, il vous dit voilà les versions d'Android que tu peux l'installer. C'est comme tu as choisi l'équipement. À la fin, quel système tu veux exécuter? L'équipement, elle est là. À la fin, le système d'extraction que tu veux exécuter sur cette plateforme, c'est quel système? À ce niveau-là. Donc ça ne veut pas dire dès que tu choisis, donc si elle est déjà installée, tu vas trouver qu'elle est installée. Sinon, il recommande pour vous ça. Donc en disant, il y a plus que 13 par exemple versions. Et ce qu'on voit ici, c'est juste 8 ou bien 9. Parce qu'il y a des versions que tu peux pas l'installer. Tu peux l'installer, mais vous voyez ici, il y a recommandé. Voilà. Donc tu peux forcer l'installation. Mais lors de l'exécution, tu vas trouver n'importe quoi. Donc ici, il faut choisir une. Elle est déjà, tu vas toujours trouver la plus recommandée par défaut sélection. La plus recommandée. Tout ça, c'est recommandé. Tu peux tester avec tous ces systèmes d'extraction. Mais à la fin, tous ces versions du système d'extraction, mais à la fin, la plus recommandée, c'est la deuxième ici.
Alors là, tu peux l'installer, mais ça ne va pas arriver à chaque fois dès que tu veux exécuter. C'est juste pour la première installation. Ou bien, c'est là, c'est dit. Là, c'est une autre étape. Quand tu choisis un AVD, un Android Virtual Device, alors là où tu peux changer la résolution, tu peux changer la taille et tout ça, mais c'est pas, en général, on ne touche pas cette partie parce que c'est des paramètres attachés au Virtual Device qu'on a choisi. Donc si tu touches ça, ça vaut. Tu touches ça si tu touches. Donc lors de l'exécution, l'émulateur va apparaître, c'est comme un mobile qui apparaît dans votre machine, un smartphone qui apparaît. La version, elle est là, hein, avec les mêmes designs. Il va prendre le même temps. Quand tu démarres ça, c'est comme tu démarres le système d'exploitation. Tu éteins votre système dans le smartphone, tu l'allumes. Dès que tu l'allumes, il va prendre du temps pour démarrer. Il va prendre le temps réel. C'est par exemple cette version démarre avec cet système démarre dans par exemple 30 secondes, il va prendre 30 secondes juste pour démarrer le système avant d'installer l'APK. Donc parce qu'à la fin, quand tu lances ça, ça veut dire votre code il est prêt, tu veux l'exécuter. Alors là, automatiquement, tu démarres, l'émulateur se démarre automatiquement. Après, quoi? Après, il va lancer votre application automatiquement dans l'environnement de... Je pense qu'on s'arrête là. À la prochaine. Donc, je pense qu'on va aborder l'installation pour la séance prochaine avec une simple manipulation de Android. Merci, professeur. Merci. Merci.